Bienvenue tout le monde sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez présentement le premier vrai épisode de la deuxième saison de mon podcast qui s'intitule Dans le franc des yeux, qu'on appelle Le Québec en quarantaine. Donc, le Québec en quarantaine, c'est quoi ça? C'est mon désir personnel et assez humble d'essayer de comprendre, il y a 300-400 ans, qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le territoire du Québec, ici, lors de la fondation des États-Unis et de la conquête anglaise par rapport aux colons français et aux Premières Nations, d'une façon peut-être un petit peu plus compréhensive en termes de jeu de pouvoir et surtout de techniques géostratégiques par rapport à l'Empire britannique et aux rebelles américains. Donc, qu'étions-nous comme peuple ici, les Canadiens français, les colons, et bien sûr les Premières Nations et tous les immigrants qui se sont joints à nous avec le temps. Donc, qu'étions-nous vraiment dans ça et comment ça s'est joué finalement avec le temps? Ces grands moments-là de notre histoire qui nous ont façonnés et qui sont encore aujourd'hui très, très, très présents dans notre conscience collective ou dans notre inconscient plus physique également. Donc, je vous fais un petit rappel, cette deuxième saison, donc le Québec en quarantaine, ça va être une série chronologique. Je vous invite, donc c'est l'épisode numéro 1 aujourd'hui, je vous invite à retourner à l'épisode 0, le prequel, qui est l'épisode juste avant, si vous voulez comprendre la thèse de façon très large et surtout de rencontrer nos trois invités qu'on va découvrir dans les prochaines semaines ensemble. Donc, mes trois invités s'appellent Matt Ehret, Pascal Chevrier et Rénald Rouleau, et vous allez avoir un peu plus sur leur background et quel est le filon commun qui les unit dans l'épisode d'avant. Donc, on ne va pas refaire de présentation à chaque épisode, on va sauter direct dans le matériel dès aujourd'hui. Premier épisode, ce qu'on va faire ensemble, ça va être un survol général de la thèse. Parce que là, on s'embarque, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, l'histoire, la science, on s'embarque dans une épopée assez intéressante et assez chargée en termes de dates, de matériel et de données aussi. Fait que je voulais prendre temps avant de sauter de faire un gros retour dans le passé, juste d'avoir une vision d'ensemble, tout le monde ensemblement, pour qu'on soit sûr un peu de comprendre quelle est l'idée générale et comment elle se contraste par rapport au narratif principal qu'on a là, dans nos cours d'histoire et de maths quand on ne questionne pas la réalité comme moi. Moi, avant, je ne questionnais rien. Je comprenais un peu, là, c'était quoi un peu les patriotes, un peu le Québec, un peu la Révolution tranquille, OK, l'Empire britannique, un peu le fédéral, mais tu sais, rien de plus précis que ça. Puis tu te dis, ben, nos institutions ont été fondées au fil de siècles. Donc, c'est des affaires qui ont notre bien commun à cœur et qui sont là pour le succès des nations, etc. Donc, est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Est-ce qu'il y a des nuances là-dedans à apporter? On va essayer d'étudier ça un peu ensemble dans les prochaines semaines. Donc, thèse générale aujourd'hui, 3 points principaux que je veux amener, que je veux que vous essayiez de commencer à porter attention c'est comme un vocabulaire qui va se répéter beaucoup dans les prochaines semaines. Une des grosses sections de la série Le Québec en quarantaine, c'est les deux systèmes qui s'affrontent. Donc, on va définir aujourd'hui quels sont les deux systèmes. Donc là, on va parler de vue scientifique, littéralement, en lien avec la politique. Donc, comment est-ce que se lie la méthode scientifique, notre vision générale de qu'est-ce que la science, avec le politique et sous-jacent à ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a toujours? L'aspect religieux. Est-ce qu'on devrait avoir la religion qui travaille avec la politique ou la religion, non, la laïcité, la morale, finalement, parce que la morale, c'est les valeurs, donc c'est un peu la culture, c'est mélangeant tout ça. Fait qu'on va essayer de parler de ça. On va parler aussi des empires, donc deuxième gros point, les empires. On va parler bien sûr de l'Empire britannique, on va parler de la Chine également, dans cet épisode-ci principalement, pour essayer de comprendre un peu comment un empire peut travailler avec un ou l'autre des deux systèmes qu'on va établir aussi dans l'histoire. Et est-ce que ça devient, l'empire est-tu juste une force négative ou est-ce qu'un empire peut être une force positive? On va travailler là-dessus un petit peu. Et troisième grosse section, si on veut, de cette présentation d'aujourd'hui, on va imbriquer donc le concept des lois naturelles. Et là, attention, il va y avoir des termes comme ça ici qui vont être imbriqués. Lois naturelles, c'est-tu de la pseudo-science? C'est-tu du New Age, du nouvel âgisme? Vendeur de snake oil, là, comme un vendeur de bullshit, en tout cas sur Internet et tout ça. OK, non. Les lois naturelles, dans le fond, OK, on va essayer de comprendre
d'où on vient en tant qu'humanité, comment le cosmos fonctionne. Donc, il y a des mécanismes, tu sais, de l'ingénierie. Là, tu sais, quand tu es un ingénieur, tu comprends qu'il y a des données empiriques, puis il y a comment les données s'imbriquent ensemble. Donc, il y a un mécanisme qui gère. Donc, comment l'énergie, finalement, voyage, comment l'information se transforme dans le temps. Bien, elle ne se transforme pas au hasard. OK? Elle se transforme selon des lois. Et l'univers, ben, il y a des lois émergentes à l'univers parce que l'univers forme des choses comme la réalité, puis nous autres qui forment ensuite des ordinateurs au travers desquels on se parle aujourd'hui. Donc, il y a une façon que l'énergie se propage dans l'univers, ce qu'on peut appeler les lois naturelles ici. Donc, on va parler de ça également. Et c'est cette énergie-là, hein, donc on appelle ça l'énergie pour aujourd'hui, voyage dans quoi? Dans une espèce de médium, finalement, universel. Donc, qu'est-ce que c'est ce médium-là? Ben, dans la physique classique, on peut apprendre que c'est le vacuum. Donc, lorsqu'on sort de l'atmosphère terrestre, il y a le vacuum. Mais historiquement, avant cette découverte moderne et récente-là, ici, on voyait plutôt ça comme un médium universel qui était l'éther. Donc, toute matière n'était que fluctuation d'un médium universel qu'on appelait l'éther ici. Donc, moi, je vous invite à peut-être balancer ces deux visions-là dans votre tête et en même temps, je vous dirais peut-être que dans le fond, l'éther, c'est peut-être trop fancy là, ou trop New Age. C'est juste peut-être l'espace-temps. Donc, on peut voir ça quand même comme l'espace-temps à ce niveau-là. Voilà, donc c'est quand même des gros morceaux, mais vous allez voir, ça passe super bien. Mais il faut quand même que ce soit des choses qui vous intéressent, que vous ayez le goût de vous ouvrir à ces sujets-là qui sont assez tripants selon moi, pour essayer d'avoir une nouvelle vision sur le monde de demain qui s'en vient à grands pas. Donc voilà, donc c'est parti tout le monde. Premier épisode de la série Le Québec en quarantaine. On va appeler ça la vision globale, si on veut, ou la thèse générale défendue dans la série. Et ce sera avec mon premier invité que vous allez avoir la chance de découvrir aujourd'hui. Fascinant personnage qui est Mathieu Herret. Donc, je l'ai présenté beaucoup dans le dernier épisode. On va le représenter dans quelques instants. Alors, je vous laisse tout le monde. Premier épisode, Le Québec en quarantaine. Thèse générale, c'est parti. Bon show. Et bien sûr, je vais maintenant passer à la présentation de mon invité d'aujourd'hui qui va nous accompagner dans quelques épisodes. C'est quelqu'un que j'ai présenté donc dans le vidéo d'introduction. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode juste avant, c'est l'épisode où est-ce que je vais présenter chacun des intervenants de la série Le Québec en quarantaine pour vous donner vraiment une introduction plus en profondeur. Mais pour aujourd'hui, je vais simplement vous rappeler que l'invité d'aujourd'hui est l'éditeur du Canadian Patriot, donc le site web canadianpatriot.org. C'est lui donc qui s'occupe de cultiver, si on veut, toute la littérature qu'on peut y trouver de fait historique et scientifique sur ce site web-là ici. Il est également un des fondateurs de la Rising Tide Foundation avec sa conjointe Cynthia Chung. Donc, c'est risingtidefoundation.net, si je ne me trompe pas. Et c'est également un esprit hors pair, quelqu'un qui est capable de réfléchir d'une façon exceptionnelle et également de verbaliser et de communiquer sa compréhension du monde historique et scientifique d'une façon qui est vraiment remarquable. Alors, c'est un grand honneur et un grand plaisir qu'il me fait de se joindre à nous dans ses premières entrevues en français. Alors, je vous présente une fois, aidez-moi à l'accueillir, M. Mathieu Herret. Salut Mathieu. Salut Gabe et merci pour la belle introduction. Ah, ben, c'est moi qui te remercie d'être là ici et je dois te forcer la main dès le départ étant donné que tu es en anglais, on dit Gabe, mais en français, il faut que tu m'appelles Gab, tu n'as pas le choix. On est en francophone, fait que c'est Gab pour aujourd'hui. Gab, OK, Gab. All right, bon, je peux faire ça. Écoute, Mathieu, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être juste pour commencer cet épisode-là ici. Alors, pour les gens qui ne savent pas, ça va être un épisode que je vais confectionner en plusieurs bouts pour commencer le tout. Mais je veux vraiment, étant donné qu'on a vraiment mis la table dans ton introduction dans l'épisode juste avant, on a parlé de certains grands sujets qui t'ont passionné dans ta découverte à toi, de comment
tu en es venu à voir le monde au travers de tes recherches, de tes découvertes, de tes écrits et de également des livres que tu as mis d'ailleurs sur l'histoire du Canada dont on pourra parler au fil des épisodes. Donc, on a vraiment une table qui est bien mise ici. Et pour le premier épisode plus officiel, qui va aller un peu plus en profondeur, j'aimerais ça qu'on commence par un vol de surface on commence un peu par la conclusion, si on veut, de tes recherches. Et est-ce que tu peux, pour commencer, en nous parler un petit peu de comment tu en es venu à comprendre la notion des systèmes politiques, si on veut, et économiques et énergétiques mondiaux. Donc, si je ne me trompe pas, dans tes recherches, tu es venu à une certaine conclusion générale que le monde avait été dirigé un peu au fil des années, au fil des différents passages de pouvoir historiques, dépendamment des endroits géographiques, culturels et politiques, qui avaient comme deux systèmes généraux qui se combattaient un peu et qui avaient un peu guidé en même temps l'histoire du monde et du développement de l'Occident. Peux-tu nous faire peut-être un premier survol de ces deux systèmes-là ici et comment tu les vois et tu les comprends là, en date de début 2022 généralement? OK, oui. Ben, c'est sûr que une des plus grands problèmes en termes de la qualité de pensée dans notre société, c'est la tendance de comportementaliser, de dire que moi, je suis confortable en parlant de la biologie, mais pas la physique, ou la politique, mais pas l'économie, ou l'art, mais pas la science. Et cet type de hyper-spécialisation est assez nouveau. Il y avait toujours un problème de ça, mais quand tu regardes la qualité de pensée des gens comme Léonard de Vinci ou les grands penseurs de Grèce ancienne, on voit pas qu'il existe ces séparations et ces hyper-spécialisations. Il y a une capacité de voir des principes qui organisent tous les différents domaines de l'expérience humaine. Et même plus récemment, on a des gens comme Benjamin Franklin ou même plus récent que ça, on a des exemplaires de Paul Robeson, le chanteur américain qui a été aussi un activiste politique, un ami d'Einstein ou John F. Kennedy, qui était une poète. Quand tu regardes t'entends ses discours, c'est des forces poétiques, mais aussi ils comprennent la science, mais pas la science froide, parce qu'il y a une type d'idée que la science, c'est juste la description des lois froides de l'univers mécanique qui n'a pas un lien avec l'humanité ou la moralité ou la justice. Ça, c'est deux univers différents. Non. Les gens qui ont fait des vraiment grandes shifts paradigmatiques, Ouais. il n'y avait pas cette mur. Et ils ont vu que les lois morales, les lois, et ça c'est typiquement, ça c'est le domaine de la science de la politique, c'est la loi morale, comment exprimer la justice dans les formes des lois et comment améliorer ces forces dans le temps et l'espace. Les gens comme Benjamin Franklin qui a découvert l'électricité, il a partagé ça avec des autres citoyens sur la planète. Il n'a pas fait cette dichotomisation. Ouais. Et le combat pour créer une république sur la Terre, basé sur un nouveau type de constitution qui a été fondée sur le concept que tous les êtres humains ont été souverains, avaient les droits et là dans notre âme parce qu'on est des humains et non des institutions impériales héréditaires qui ont dit que non, toi, tu es le gérant parce que tu as le bon sang dans tes veines. Le bon sang, ouais. Ouais, ça, c'est pas scientifique. Et ça, c'était deux aspects de la même concept. So, Hey, je me permets, je vais sûrement me permettre de t'interrompre quelques fois, en fait, parce que il y a des trucs que je veux placer et dans les raisons de pourquoi je fais ce show-là ici, en lien à faire des parallèles avec ma perception personnelle, right, du Canada français, right, du Québec.
Donc, juste pour placer les gens à l'audio qui ne sont peut-être pas au courant de l'histoire américaine et tout ça, donc quand tu parles de Benjamin Franklin, c'est un des fondateurs donc, des États-Unis, en fait, donc un des personnes qui a fondé les États-Unis. Il y a eu la Révolution américaine. Et la notion pourquoi je veux faire un petit point ici, c'est que la séparation dont tu parles au Québec, on l'a vécu très fortement dans les années 60 et 70 avec ce qu'on appelle la Révolution tranquille ici, où est-ce qu'on a totalement fait table rase de toute l'institution religieuse, mais où est-ce qu'on a également, on n'a pas considéré que ça valait la peine de garder un élément qui pourrait être spirituel, de morale divine ou de souveraineté de l'être humain en lien avec tout le cosmos, ou peu importe comment on peut appeler l'énergie universelle, évidemment, et ça fait le parallèle avec la notion de Dieu. Alors, tous les Québécois francophones âgés de 30-35 ans et plus ont vraiment une aversion, un côté très négatif rattaché à tout ce qui est religieux. Alors, quand on parle de la fondation des États-Unis et puis de leur constitution américaine, eux, il y a un aspect qui est toujours négatif dans le subconscient québécois parce que c'est One Nation under God. Donc, les humains, oui, sont souverains, mais il y a aussi toute la notion faite à l'image de Dieu qui, pour ici, s'est vu négativement par une grosse partie de la population ici. Alors, c'est ce qu'on va explorer, je pense, dans les prochains épisodes ici. Oui, non, c'est une très bonne point. Puis il y avait quelque chose qui arrivait à les Québécois dans les années 60 avec la révolution technocratique qu'on peut discuter dans un épisode dans la future plus en détail, mais il y avait quelque chose qui a identifié des points de corruption dans l'Église et comment c'était lié avec la société et la politique. OK, c'est sûr, il y avait des points de corruption et qui n'étaient pas justes. OK, bon. Mais il y avait une réponse à ça qui était le révolution silencieuse. Tranquille. Yeah. Tranquille. c'est quiet, je pense, en anglais. Quiet Revolution, si je me trompe pas. Yeah. C'est tranquille. Qui est allé trop loin. Puis dans mes recherches, dans mes livres, moi et mes collaborateurs ont identifié les forces géopolitiques qui ont organisé des transitions culturelles comme l'assassination de Kennedy, puis la transformation de la culture après son mort et après aussi la mort de son frère Robert Kennedy dans les États-Unis en 68. Et aussi Martin Luther King, mais aussi il y avait des gens comme Daniel Johnson, le père, le dernier chef premier ministre de l'Union nationale, qui a été aussi assassiné ici à Québec en 68 aussi. C'était pas juste des gens dans les États-Unis ou des gens en Europe comme Aldo Moro ou Enrico Mattei. Mais il y avait un engagement des gens autour de la planète, spécialement qui se trouvaient dans le monde catholique durant les années 50-60, il y avait une certaine résistance qu'aujourd'hui, c'était effacé dans les livres, les textbooks d'histoire. Mais cette résistance était contre la dépopulation, la logique de la malthusianisme, les logiques de Thomas Malthus, le penseur britannique qui a créé une science de population, la contrôle de la population par ces gérants qui ont été les gens qui contrôlaient l'Empire britannique. Thomas Malthus, c'est les gens qui a généré le terroir que le croisement de la population, c'est géométrique. La nourriture sur la planète, c'est arithmétique. Puis, basé sur ces calculations, on peut voir une pointe de crise où la population augmentera plus vite que la nourriture et la responsabilité des gouvernements dans son logique, c'est de réduire la population avant la crise. Et ça, c'est ce que l'Empire britannique a utilisé en Irlande, en Afrique, en Inde, pour créer des famines, pour créer des guerres, pour des raisons scientifiques basées sur cette formule mathématique qui rejette l'idée que l'être humain est fait dans l'image de Dieu et basé sur ce concept qu'on trouve dans une façon très spéciale dans le zeitgeist chrétien,
Et aussi dans des autres religions, il y a c'est exprimé aussi que l'être humain est une force divine, on a une âme, on n'est pas juste les forces matérielles qui nous soutiennent, mais aussi on a une espèce métaphysique qui nous donne le pouvoir de faire des sursauts dans les nouvelles découvertes, des eureka, pour découvrir les lois de l'univers, puis les transmettre dans des façons créatives, dans la poésie, puis dans la science, pour créer des nouvelles technologies, des nouvelles inventions, pour créer des nouvelles conditions où on peut supporter plus de notre espèce à une meilleure qualité de vie. Et ça, il y avait une meilleure compréhension de ce processus avant que toi et moi, on était nés. Dans le 19e siècle, le 18e siècle spécialement. Et ça, c'était une concept de la loi naturelle. La loi qui organise un système qui connecte tous les différents aspects de l'expérience de l'être humain dans une principe qui nous unit. Et la loi naturelle, c'est basé sur qu'on découvre, puis on améliore. C'est basé sur la cohérence, l'harmonie avec les lois qui est déjà là dans l'univers. Et l'oligarchie qui utilise un différent type de logique, eux autres, c'est matérialistique extrême. Et l'oligarchie, et tous les oligarchies, soit en Asie, ici, en Grèce ancienne, en Babylone, c'est tout basé sur le concept que l'être humain, on est juste les particules physiques qui nous créent. Il n'y a rien de plus. Et basé sur ce concept matérialistique, c'est tout la loi de la jungle. Le personne, la famille qui maintient la pouvoir, et ça, c'est l'alpha. Les esclaves qui sont nés dans les pauvres familles, ça, c'est des oméga, des epsilon, you know. Ou des Omicron, mais là, ça, c'est une autre histoire. Omicron, exact. Et ça, c'est leur destin. C'est de soigner comme ça pour toujours. Puis, on voit dans ce clash des paradigmes, on voit de l'évidence de ça dans les records d'êtres humains depuis des centaines et des milliers d'années. On voit que les deux ne peuvent pas être bons. Soit une est correcte et l'autre est faux, ou une est correcte et l'autre est faux. Mais aujourd'hui, on a une point de crise où la système elle-même est en train de s'effondrer. Puis il y a un combat entre c'est quoi qui va définir le nouveau système qui va être mis en place, mis sur ligne. Mis en place, ouais. Est-ce que ce sera basé sur une logique oligarchique ou un principe républicain humaniste? Et c'est pas défini encore. Il y a un combat et beaucoup de gens n'ont aucune idée que ce combat c'est en place aujourd'hui. C'est ça. Mais comprennent ça c'est la future, c'est défini par le passé, mais ça c'est le contexte où se trouve le présent. Il n'y a pas une séparation entre la future, le présent et le passé. C'est tout un processus organique. Et on fait partie, chaque individu, comme une entité subjective. On n'est pas des voyeurs qui regardent des vidéos sur YouTube. C'est quand on comprend quelque chose, on a maintenant une responsabilité de changer notre identité si notre identité est pas en ligne, en harmonie avec la loi naturelle. On doit faire cette décision volontairement de changer. Et cette capacité de connecter l'objectif, le monde objectif qui était là avant qu'on était né, qui sera là après qu'on est mort, avec notre monde subjectif qui est là avec nous, cette incapacité, ça c'est un effet de avoir vécu dans un monde impérial oligarchique qui a détruit notre capacité d'avoir une bonne éducation naturelle, une bonne culture naturelle. Et au lieu de ça, on a eu une société vraiment hédoniste qui était la conséquence de ce qu'on appelle la révolution contre-culture. Contre-culturelle, oui. Ouais, la révolution contre-culturelle des années, des dernières décennies. Ouais. Exact. Et ça frappait l'Europe, les États-Unis, le Canada et le Québec. Et peut-être on peut discuter de ça de plus dans un épisode dans le futur, mais en bref, l'idée c'était que
OK, on a la guerre de Vietnam, on a la hypocratie dans le système traditionnel, catholique, chrétien, tout ça, judéo-chrétien. Il y a des problèmes, mais notre réponse à ces hypocrisies, ce sera de juste couper notre connexion et de juste vivre dans le moment. Ça, c'est le ethique de John Lennon et les Beatles. C'est juste, OK, le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, c'est juste le maintenant. Juste vis dans le maintenant. Et de plus en plus, quand on se met dans ce type de hypnosis qui n'est pas vrai, le futur, ça existe. Même si c'est pas manifesté dans le monde actuel, ça existe comme une potentiel, mais c'est très réel. Puis c'est la conséquence de nos décisions, soit morales ou immorales. Et notre passé, ça existe. Ça exerce une force sur nous maintenant, right? Mais quand on commence à nous se faire hypnotiser dans l'idée, la fraude que c'est juste le maintenant qui existe, là, on devient de plus en plus susceptible à des mensonges. Et ça, ces mensonges ont été introduits dans les jeunes qui ont été nés après 1945 en force. C'était toujours des problèmes comme ça, mais c'était en force que c'était une guerre culturelle et intellectuelle sur cette nouvelle génération. Et maintenant, par les années 80, cette génération des hippies ont devenu de plus en plus le me generation, la génération de moi. Et maintenant, c'est les gérants des corporations, de la politique, c'est les gens qui sont dans les années, leur âge, 60, 70 ans. Et ils ne réalisent pas qu'ils ont été des victimes d'une force qui n'était pas naturelle, qui les a mis sur cette nouvelle orientation, qui nous met dans une place comme ça. Pour nous, ici au Québec, c'est la génération qu'on appelle les boomers, en fait, les baby boomers, qui sont aujourd'hui, mettons, de 45 et plus jusqu'à 90, mettons, là, tu sais, je fais un général, là, mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est vraiment des victimes, en fait, c'est vraiment ça, victimes de la matrice qui a été installée en force après la Première Guerre mondiale. Parce qu'à ce moment-là, dans leur perception à eux, on leur a vendu ça aussi d'une certaine façon, que c'était enfin, dans les années 60, 50, 60, 70, enfin, la science prend vraiment la place et le monde est construit sur des vraies bonnes fondations scientifiques et tout ça. Mais cette fondation-là était finalement la fondation hyper matérialiste, comme tu disais tout à l'heure. Mais quand tu grandissais là-dedans, avec les avancées technologiques et tout ça dans leur génération, leur impression était que, ben oui, ça marche au bout. Là, on fait des progrès technologiques incroyables et tout ça. Donc, dans leur perspective à eux, même encore aujourd'hui, pour ceux qui sont encore un peu plus endormis ou tout ça, ben, ils ne comprennent pas là, le problème avec ça parce qu'ils ont tellement vu la progression rapide des années 70 à 90 et tout ça que dans leur perspective, c'est difficile de sortir de ça puis de voir que, oh shit, OK, on était victime de ça. C'est totalement difficile à comprendre pour eux, là. Yeah, non, c'est un bon point. Et ils ne réalisent pas que la explosion de progrès après la Deuxième Guerre mondiale a été la conséquence pas de la matérialisme ou c'était basé sur le fait qu'il y avait en place une culture qui avait une valeur sur la vie comme quelque chose de sacré, puis la science qui n'était pas déconnectée de la moralité. Puis les deux n'ont été pas déconnectés de l'économie. L'argent n'était pas quelque chose qu'on obéisse, ou les marchés, c'était pas quelque chose qu'on laisse juste nous contrôler, basé sur des lois scientifiques de le désir pour la plaisir et la volonté, le désir de éviter la douleur, qui étaient les lois de Adam Smith, de la science de l'économie. Ça, c'était pas ça. Il y avait un concept de quand on regarde la politique économique de John F. Kennedy ou Franklin Roosevelt ou même Daniel Johnson ou Paul Sauvé ou C.D. Howe dans le gouvernement fédéral, il y avait un concept que non, l'économie, l'argent, c'était une création de l'être humain, une invention qui a été forcée d'obéir des lois humaines, des nécessités humaines, de créer des grands projets qui dureraient 5, 10, 20 années pour construire, mais qui augmentera la qualité de vie. Et là, l'argent, l'avantage personnel dans ce type de capitalisme qui n'est pas le capitalisme que nous autres, on a aujourd'hui. C'était un différent type.
c'était à l'avantage de l'investisseur, mais aussi de l'avantage de la société entière. Les deux. Il n'y a pas une contradiction entre les deux comme on a depuis 1961, quand le dollar américain a été déconnecté de le système de la figé à l'or. Des réserves fixé sur l'or ou basé sur l'or. Il y avait une réserve de l'or qui était le base de la système avant 1971. Et après ça, c'était déconnecté par Henry Kissinger. Le takeover, le coup d'État a été mis en place par des forces de Rockefeller, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski et des autres forces de la Trilateral Commission qui représentaient l'Angleterre, la cité de Londres, Wall Street, qui a pris contrôle de l'États-Unis. Et après ce point-là, le nouveau logique, c'était la consommation. De sois une bonne citoyen, ça va dire que toi, tu es une bonne consommateur. La nouvelle religion sera l'argent et les marchés vont remplacer les États-nations souverains et la planification. On ne va plus faire ça. Et avec ça, on a vu dans les dernières 45-50 années, une destruction en Canada, le Québec, les États-Unis, l'Europe même, de nos pouvoirs industriels. Notre capacité de supporter notre population a été détruite, notre infrastructure a été détruite par le fait qu'on a juste arrêté d'investir, de maintenir ou d'augmenter la qualité de nos infrastructures qui, après les années 70, on a juste arrêté. C'est juste de la consommation et la cannibalisation de ce qu'on a créé dans les âges avant les baby boomers. Et le grande crise aujourd'hui, c'est que les gens qui avaient la vraie connaissance, les ingénieurs qui ont bâti nos systèmes de métro à Montréal ou les grands travaux hydroélectriques ou nucléaires, ils sont dans leur... ils sont 90 ans, ils sont morts. On a perdu une vraie capacité vivante. Et maintenant, les jeunes de nos âges, s'ils sont des ingénieurs, ils sont forcés de juste étudier de plus en plus les formules mathématiques puis des modèles mathématiques au lieu de la réalité. Ils n'ont jamais bâti rien de gros, de réel. Ça, c'est, je pense, la plus grande crise qu'on a. C'est la crise des générations et comment on peut sauver cette connaissance avant que les dernières personnes sont mortes. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Exact. Nice. Très cool. Écoute, donc, juste pour résumer ici, on va couper l'épisode ici, puis on va repoursuivre sur cette belle lancée la prochaine fois, Matt. Donc, super intéressant, en fait, donc pour revenir un peu justement, donc il y a l'infiltration ou la destruction progressive, donc après les années 70 et tout ça, ou même à partir des années 60, mais graduellement dans le monde et puis jusqu'aux États-Unis, et ce qui a mené même à toute la question de l'Empire américain, c'est fait aussi dans des travaux que tu as remarqué par même le Canada, par le biais d'infiltration de différentes structures, de conglomérats, de personnes et tout ça, tout en lien avec la question de l'Empire britannique et puis d'envoyer des gens partout et puis tout ça. Et ça, c'est concret. Tu as des documents, des citations, toutes sortes de trucs factuels, historiques qui démontrent cette chose-là ici. Et pour revenir un peu sur la question d'introduction du départ, donc, toute cette notion-là, donc le système qui a été comme introduit, si on veut, pratiquement de force ou par le biais de certaines conspirations, d'infiltration, c'est ça que je cherchais, et le système dont tu parlais au début, scientifique basé sur toute la question malthusienne, donc la question des ressources finies sur d'une consommation, d'une croissance infinie sur une planète aux ressources finies, ce qui fait que c'est impossible à long terme et donc qu'il faut garder un capot sur ce système pour le contrôler. Donc, ça, c'est ce que tu appelles en anglais le closed system, donc le système fermé, si on veut. Et à l'inverse, tu parlais un peu à l'inverse, donc quand les humains sont souverains, qu'on est fait à ce qu'on appelle l'image de Dieu, qui est mal vu au Québec, mais sur une loupe plus grande, ce qui est plutôt basé sur en fait l'univers en tant que tel, parce que Dieu, c'est comme finalement, c'est l'univers dans lequel on vit, là, si on peut le représenter naturellement. Donc, ce système ouvert-là est un système qui permet une infinité d'améliorations, de sauts évolutifs, de sauts quantiques dans l'utilisation de l'énergie et dans la créativité humaine qui fait qu'on est capable, en fait, malgré la planète
qui est aux ressources limitées, qu'on peut nous-mêmes créer de nouvelles ressources et de nouvelles façons plus efficaces d'utiliser ces ressources-là ici, qui nous permettent, dans le fond, de transcender en fait ces limites-là. Donc, si on part à l'avance avec une vision fermée de la chose, ben, on se bloque à l'avance en tant qu'humanité de pouvoir transcender ces limites parce qu'on part avec un mindset fermé. Mais si on a le mindset aligné sur les lois de l'univers, qu'on est capable de transcender ça, eh bien, en investissant au niveau économique là-dedans, ça fait qu'on se donne le potentiel donc de surpasser ces limites-là ici en tant qu'humanité. Et je vais nous laisser sur un point d'ancrage pour relancer le truc parce que je vais peut-être me tenter dans nos épisodes à argumenter un peu avec toi sur certains points. Et tu vois la notion au niveau physique, la notion du temps. Tu parlais tantôt de la révolution culturelle avec les Beatles et tout ça, le mindset de vivre le moment maintenant. Je suis d'accord avec toi sur une partie, mais pas d'accord sur une autre, dans le sens que, évidemment, oui, le moment présent, si tu fais juste vivre le moment présent en tant que consumer, en tant que consommateur, donc juste de consommer le moment présent sans t'occuper du futur, je pense que tout ce que tu as dit se tient, right? Donc, tout est vrai. Mais d'une autre façon, donc, si tu fais la vision physique, donc le temps est en fait tout relié, donc le futur existe, bien, c'est vrai que quand on va être dans le futur, ça va être le moment présent aussi. Donc, présentement, le futur existe déjà d'une autre façon. Donc, c'est vrai dans un certain sens qu'il n'existe que le moment présent pour influencer sur le futur. Alors, il faut à 100% être investi dans le moment présent en considérant le futur. Right? Donc il y a cette autre façon de le voir là aussi. Oui, non, absolument. Tout ce qu'on a, en fait, c'est vrai que on a juste le moment présent parce qu'en agissant moralement, et c'est là qu'il faut aller, donc en agissant moralement dans le moment présent, ça nous permet déjà d'influencer le futur et même potentiellement le passé. Ben là, on tombe dans une autre notion. Mais donc, en fait, il y a cette notion-là aussi qui est à discuter que je trouve intéressante. Fait que je te laisse peut-être un mot rapide pour terminer, puis je te laisse aller après ça. C'est sûr, non. Et je suis content que tu aies dit ce que tu as dit parce que c'est vrai. Si vous êtes une matérialiste et tu essaies d'attraper le moment, tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Mais si tu as une compréhension, comme tu as dit, que dans le futur, c'est toujours le présent et dans le passé, c'était des expériences des présents et tout existe, toute la future infinie, tout le passé infini et tout représenté en chaque moment. Exact. Si tu as ce concept de le moment avec un contexte, c'est beau. C'est vraiment, je pense, c'est très naturel et très important d'avoir cette idée-là et de ne soyez pas stressé par le passé et toutes les mauvaises décisions que tu as faites et toutes les choses qui sont pas contrôlables dans le futur. Il y a beaucoup de points de stress qui peuvent vraiment affecter pour le mal des gens. Mais si tu as ce concept-là que, OK, non, c'est comme un hologramme, right? Dans une hologramme, chaque point est représenté comme une fractale de le tous. C'est tout exprimé dans chaque point. Dans l'hologramme, right? Et l'univers il y a beaucoup d'évidence que ça, c'est la nature de la structure de l'espace et le temps. Exact. C'est comme un hologramme et la physique. Ça fait un lien aussi avec le empowerment que tu disais tantôt parce que, justement, donc, en comprenant que tout est relié à travers du moment présent et de tes décisions à chaque endroit, ça te permet aussi de faire, malgré tes mauvaises décisions du passé, à chaque instant, tu peux refaire ta vie et changer le futur aussi en focusant sur le moment présent. Fait que c'était une belle notion pour terminer, Matt. Fait qu'écoute, un gros merci, mais on est quand même dans l'épisode 1. On va continuer l'épisode 1 la prochaine fois. Fait que je te laisse aller, puis on va continuer ça. Fait que je vais juste arrêter l'enregistrement. Et probablement que pour la suite de l'épisode 1, si vous êtes en vidéo, ben Matt va changer de linge maintenant. Boum! Alors, on est de retour, tout le monde, pour la suite du premier épisode, en fait, qui est un overview, un survol des conclusions des recherches de Mathieu Herret ici. Puis, je fais quand même un résumé. Ça va être bizarre peut-être à l'audio et même en vidéo parce que l'épisode, c'est le même, mais pour moi puis Mathieu, on se relance dans la conversation. Il y a plus qu'une semaine qui s'est passée entre le début et la fin de cet épisode ici. Alors, juste pour nous relancer, Mathieu, on était en train de parler, on avait parlé en fait de les deux systèmes sur lesquels tu avais comme fait un point dans tes recherches que tu avais mis en valeur. Donc, une espèce de système plus ouvert dans l'histoire versus un système plus fermé basé sur toute la théorie donc de Malthus, Thomas Malthus et tout ça, comme de quoi qu'il y a des ressources finies
avec une consommation et puis une population qui augmente toujours ici, ce qui fait un système fermé en soi versus le système ouvert qui mise plus un peu sur la question de l'infinité de l'homme, en fait, dans l'univers et de notre capacité infinie à trouver toujours des solutions et même à un niveau scientifique de s'améliorer toujours pour répondre aux manquements ou aux problèmes qui arrivent dans l'histoire. Fait que c'est un petit peu là qu'on en était. Fait que je sais que c'est bizarre pour les gens à l'audio, mais pour nous autres, c'est important ici. Suite à ça, donc moi, je voulais qu'on change un peu de sujet parce qu'on avait commencé à parler de la contre-révolution des années 60, la révolution contre-culturelle internationale un petit peu en Occident. Puis au Québec, ça s'est transposé dans la révolution tranquille ici, où est-ce qu'on a tout laissé de côté la religion à ce moment-là dans son institution. Et maintenant, je veux qu'on discute un peu d'un point différent, puis on va relier ça ensemble à la fin pour terminer le premier épisode de Survol. C'est la question de l'évolution, en fait, des empires internationaux, parce que c'est relié, veut pas, au système de gestion sociale dont on a parlé juste avant ici. Donc, j'aimerais ça un peu, Mathieu, que tu nous parles de ta perception de la Chine, qui est assez particulière pour toi, de par tes recherches, de par tes champs d'intérêt, puis aussi à un niveau personnel, avec ta conjointe, Cynthia Chung, vous intéressez fortement à ça, puis c'est en lien avec son background aussi ethnique à elle et tout ça, culturel. Donc, j'aimerais ça peut-être qu'on transitionne rapidement pour faire un petit survol rapide de comment tu vois de ton côté, tu as vu l'évolution de la Chine dans les dernières années, dernières 2 décennies, entre autres, depuis les années 90, avec le projet de la Belt and Road Initiative. Je ne sais même pas c'est quoi en français, l'initiative de la route. Y a-t-il une traduction française? Je ne sais Bien même pas. sûr. On va appeler ça le BRI, peut-être. Bien sûr. Oui, c'est ça. La route des... comment? Oui. La nouvelle route de soie. La route de soie ou oui, la nouvelle route de soie de la Chine. Parce que je sais que ta perception à toi est différente de ce qu'on entend dans les médias alternatifs en général et tout en notion avec la guerre Amérique-Occident versus la Chine. Il y a beaucoup de peur, en fait, là, par rapport au gain de puissance de la Chine ici. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de comment toi, tu vois en général l'évolution de la Chine présentement selon ta perception unique? OK, oui, absolument. Moi, pour les gens qui ne le connaissent pas déjà, le Nouvelle Route de la Soie, c'est un projet qui a été initié en 2013 par Xi Jinping. Et c'est basé sur un concept assez fluide, mais c'est grand, c'est multinational, c'est basé sur un concept de le développement des systèmes d'économie politique à long terme qui est basé sur la création des grandes routes d'infrastructure. Et le mot route de soie, c'est un renouvellement d'un concept assez vieux. Durant la Han Dynasty, c'est 2000 ans. C'était une route entre l'Asie puis l'Europe pour 400 ans. C'est depuis 200 avant Jésus-Christ, puis 200 ans après. C'était le point le plus fort. Et après l'effondrement de la Han Dynasty, tu avais des périodes comme la Tang Dynasty où ça commençait à être réétabli. Quand tu parles de dynastie, tu parles comme des empereurs de Chine qui ont régné pendant mettons, plusieurs générations. Ça, c'était des Ouais, comme la Tang Dynasty, c'était durant le 7e siècle jusqu'à le 9e ou le 10e siècle. Après ça, c'était la Song Dynasty. Ouais. Aujourd'hui, on a cette idée de la Chine qui a commencé d'aller hors de ses frontières, qui est quelque chose assez différent comparé à les années de Mao ou avant ça, les années les guerres d'opium, où la Chine était assez renfermée. Parce que, en fait, on a un monde des empires, comme on a vu durant la guerre d'opium, qui a été une centaine d'années d'humiliation, où les impérialistes voulaient toujours détruire la Chine et aussi l'Inde. Mais ça, quand je dis empire, je parle vraiment de l'Empire britannique. Donc, quand tu parles des impérialistes ici, en lien même, et là, ce que tu es en train de dire, on n'avait pas abordé ça encore, je pense, mais c'est que la Chine, en tant que telle, dans le temps des guerres d'opium, était eux-mêmes victimes donc de cet impérialisme-là britannique. C'est un peu ça que tu es en train de dire, hein? C'est ça, oui. Et les banques de Londres comme HSBC, Hong Sheng Bank of Commerce, a été créée comme une banque d'opium pour détruire l'esprit de la population en Chine pour mieux les exploiter et voler leurs ressources. Et ça, c'est la même méthode qui est utilisée
contre toutes les nations, même aujourd'hui. Sur la Chine, pour les derniers 8 ans, 9 ans, a renouvelé cette concept-là, basé sur les nouvelles technologies et les nouveaux banques d'investissement pour financer les grands travaux comme les chemins de fer à haute vitesse. La Chine, ils ont créé 40 000 kilomètres des chemins de fer à haute vitesse. Le Canada, on a zéro. Des nouvelles sources d'énergie, des nouveaux corridors de développement, 500 nouveaux villes. Le Canada, on a créé la dernière nouvelle ville, je pense que ça fait 88 ans qu'on a créé une nouvelle ville. So, il y a une différente concept. Et l'argent, le comportement de l'argent dans ce système-là et les investissements, ce n'est pas basé sur la spéculation, sur des dettes fictives ou les assets fictifs comme nous autres, on a ici, qui est la fondation, à la fond de les boules spéculatives qui a consommé nos bourses à Toronto, à Québec, à New York, à Londres. C'est tout basé sur des boules spéculatives. Les assets qui soutiennent ces boules sont basés sur des dettes impayables qui vont effondrer. So, ce n'est pas vraiment des investissements dans l'économie réelle ici. Comparativement à là, en Chine, tu vas aller en prison si tu essayes de faire des choses comme ça dans cette partie de la monde, parce que c'est basé sur différents paradigmes. Laisse-moi juste une seconde, peut-être juste pour planter deux petits points ici qui m'intéressent, parce qu'il y a deux choses que tu viens d'amener, qu'on va parler beaucoup dans notre conversation sur peut-être 2-3 épisodes. Le premier truc, c'est le truc de l'Empire. Donc, je veux juste revenir là-dessus parce que là, tu as parlé beaucoup de l'Empire ici. Donc, on parle, tu as précisé que c'est l'Empire britannique, mais je veux que les gens fassent le lien. Donc, quand on parle de Deep State, État profond ici, alors là, c'est dans ces eaux-là qu'on commence à naviguer ici. Évidemment, dans cet empire-là, on a toute la question des sociétés secrètes, des groupes de consultation internationaux et tout ça. On va pouvoir peut-être en parler un petit peu plus en détail dans le futur. Fait que ça, c'est super important de voir que, OK, la Chine peut être même victime de ça ici, alors que dans la notion de beaucoup de gens, la Chine, c'est au contraire, c'est un attaquant toujours et c'est eux l'ennemi. Fait qu'il y a ça qu'on va élaborer un petit peu. De l'autre côté, tu viens parler aussi de l'importance du système financier. Alors là, ça fait le lien avec un petit peu les deux systèmes dont on parlait tantôt, le système fermé, le système ouvert, en lien avec l'argent. Et là, tu as toute la notion donc, de comment utiliser l'argent qui est comme un peu le miroir de l'échange de l'énergie ou de la conscience ou de l'information, dépendamment comment les gens vont le voir qui nous écoutent. Alors là, c'est super important. Fait que, le côté financier est comme imbriqué toujours là-dedans en parallèle, puis le côté état profond. Puis là, ce qu'on peut discuter négativement dans les médias présentement comme conspiration ou complot, etc. ici, dont on va reparler encore. Je sais que tu trouves ça drôle, parce que, mais moi, j'essaie de garder toujours une espèce d'aspect neutre ou invitant pour tout le monde. Non, je comprends. Oui, absolument. Qui sont encore fermés et tout ça, mais qui s'intéressent à des choses pragmatiques comme le système financier, l'argent, le capitalisme, l'empire. Ça, ils voient les problèmes là-dessus. Mais de là à dire qu'il y a des complots, là, c'est trop. Fait que j'essaie de rester un peu ouvert tant que possible. Fait que je te laisse poursuivre là, où est-ce que tu t'en allais avec la Chine puis le BRI. Non, j'apprécie ça beaucoup. Non, c'est bon de clarifier un peu de contexte. Et c'est sûr, aujourd'hui, on a des complots pour le bon et pour le mal, comme toute l'histoire de l'humanité. On peut comprendre rien sans avoir un concept des complots faits par le top-down, par des forces qui ont des idées, qui mettent des idées en action ensemble, pas juste toutes seules. On est des humains, on est une espèce sociale. D'abord, la question, c'est est-ce que ces idées et ces intentions sont basées sur la loi naturelle qui est déjà là dans la fabrique de la nature, ou est-ce que c'est en opposition? Est-ce que c'est des idées fausses qu'on met en action? Et les conséquences, les effets qu'on verra basés sur la qualité des idées sera une augmentation de la qualité de la population, une émancipation de la population en termes de nos capacités d'être libres, d'avoir des idées créatives, de partager, exprimer nos propres natures comme des êtres humains faits dans l'image de Dieu, ou ce sera l'opposite, un effondrement de la société, un effondrement de la potentiel de soutenir moins de population parce qu'on a perdu nos technologies, nos aptitudes. Et là, on a des effondrements de les civilisations de temps en temps qui frappent la société, dans l'histoire aussi. Et c'est juste en comprendre la nature des idées comme une source, une vecteur causal, qui est la chose qui est la plus importante. Aujourd'hui, dans notre monde
et notre système assez construit pour infuser une méthode de pensée matérialistique, hyper matérialistique et basée sur aussi une mathématisation de l'esprit. Les gens c'est très difficile de comprendre comment on voit les idées comme dans la façon que je viens d'exprimer. Et aussi, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi la système qui est en train d'être créé par la Chine et pourquoi est-ce que la industrie militaire complexe de l'États-Unis sont en train de encercler la Chine, encercler la Russie par des systèmes de missiles antibalistiques dans la Pacifique, autour de la frontière sud de la Russie, dans toutes les places qu'on voit l'OTAN, right? Les États-Unis même, il y a même presque 1000 bases militaires hors de leurs frontières. La Chine, il a une. Et nous autres, dans les médias, on est en train d'être convaincus par les médias et les politiciens que la Chine, c'est le grand vilain, l'ennemi numéro 1 sur la planète qui veut créer un nouveau système impérialistique. Mais vraiment, regarde, il y a une base militaire en Éthiopie, en Djibouti. Les États-Unis a presque 1000. Et les États-Unis ont une record. Et je ne dirais pas juste les États-Unis, c'est cet État profond qui a pris contrôle de l'États-Unis comme quelque chose, un gouvernement supranational qui n'est pas basé sur une nation ou une autre nation, c'est supranational et qui a infiltré toutes les différentes nations avec des États profonds. Le Canada, on a une, la Chine, il y en a une, la Russie, mais la différence entre la Chine et la Russie et les autres nations dans l'Eurasie, c'est que eux autres, il y a des nationalistes qui a lancé un combat contre cet État profond. Nous autres, ça a pris contrôle ici. En Québec, le Canada, les États-Unis, l'Europe, la plupart des nations en Europe, ce n'est pas les nations ou les intérêts de les nations qui est exprimé par les politiques économiques ou sécuritaires. C'est quelque chose d'autre. So, à mon avis, et ça, c'est ce que j'essaie d'exprimer dans mes écritures beaucoup, c'est que la meilleure chance pour une future qui sera une bonne future, c'est parce que le système économique c'est en train de s'effondrer dans la transatlantique. Et c'est pour ça qu'il y a des choses comme la Great Reset, le Green New Deal qui sont lancés pour essayer de contrôler l'effondrement de le système pour le bénéfice d'une technocratie des élites malthusiennes qui veut réduire la population, il veut écraser, éliminer les États-nations souverains et il veut établir un gouvernement mondial basé sur ce contrôle scientifique de la société qui est encore une science de matérialisme. Ce que tu vois, c'est que là, les deux systèmes économiques sont imbriqués dans les deux systèmes de gestion scientifique, entre guillemets, comme tu dis, donc le système malthusien plus fermé. Et là, l'émergence d'un système plus ouvert, comme tu nous as décrit un petit peu avec ce qui se passe en Chine. Et il y a vraiment un aspect, donc, dans l'investissement financier, puis un aspect de collaboration aussi, win-win, gagnant-gagnant entre les États aussi, qui semble super intéressant là-dedans. Que je sais que dans tes écrits, tu fais des recensions aussi de toutes sortes de contrats qui ont été faits entre les nations dans l'Eurasie, dans le Moyen-Orient et tout ça, avec la Chine, qui semble assez positif là-dessus et qu'on n'entend pas tant parler en général quand on parle de la Chine là-dessus. Ouais, donc je ne sais pas en fait. Oui, c'est ça, je voulais dire, c'est ça, excuse-moi. Ce qui m'intéressait, je voulais juste que si tu peux prendre quelques secondes, parce que tu as lancé un autre terme qui peut être flou pour certaines personnes quand tu parles de les lois naturelles. Donc, comment respecter les lois naturelles? Parce que c'est un peu lié avec ça, le système ouvert aussi et tout. Est-ce que tu es capable, dans tes mots, de définir qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de système naturel, de lois naturelles, la natural law? Comment est-ce que tu définis ça et comment tu l'imbriques dans ce que tu viens de parler entre la Chine et le transatlantisme? OK. La gravitation, est-ce que c'est une loi ou est-ce que c'est une… La gravité? La gravité, ouais. La loi de la gravité? La loi de la gravité. Newton. Ouais. Il y a des gens qui l'attribuent à Newton, ouais, on peut dire ça. Ouais. Mais l'idée qu'il y a une certaine force qui dirige les planètes autour des étoiles, des soleils, basée sur certains principes
de la carré inverse, le pouvoir de la force est réduit basé sur la inverse de la carré et la distance des planètes autour de. Ouais. Et on nomme ça, on nomme ce processus la gravitation. Ouais. Ouais. Et cette idée a été découverte à un certain point en temps. Il y a un certain point avant que cette idée a été découverte et on était ignorant de l'existence de ce concept-là. On ne pouvait pas l'utiliser parce que ce n'était pas un concept, mais ça existait quand même. Right? Ouais. Ça existait. Mais après que quelqu'un, un astronome comme Kepler, a commencé de faire des pénétrations avec son esprit. C'était pas juste ses yeux, c'était pas juste son cerveau, mais il a créé un concept basé sur une recherche rigoureuse pour plusieurs années et les concepts ont été exprimés par des lois fondamentales comme les 3 lois de Kepler. Et avec ces lois, qui est basé sur un concept de l'harmonie, une certaine harmonie entre les planètes qu'il a recherché pour des années. Il a prouvé pourquoi il y a une harmonie entre tous les différentes orbites des planètes autour d'un soleil. On était capable d'utiliser cette loi pour faire plusieurs découvertes dans l'électromagnétisme, dans l'astrophysique, aérodynamique, en plusieurs différentes écoles de pensée a été créée basée sur ça. So, il y a une cohérence entre ce concept qui était vrai et le pouvoir de l'humanité quand c'était exprimé et partagé et utilisé volontairement par l'espèce, même après la mort de Kepler. Même son corps est mort. Cet effet de son vie d'avoir été vécu dans une certaine façon a continué et ça va continuer pour toute l'humanité. Right? Millions et millions et millions d'années dans le futur, ce concept-là va avoir on va avoir beaucoup plus de découvertes, j'espère, mais quand même, cette découverte va être durable. La question vient, mais OK, les concepts de la justice ou est-ce que le concept de la justice, c'est un concept qui est juste une création artificielle de l'imagination ou est-ce qu'il y a une force réelle? Est-ce que la justice existe même avant qu'on ait une définition de la justice comme un concept? Right? Et il y a un grand débat durant plusieurs générations dans les textes anciens, mais pour les gens qui croient que oui, comme Benjamin Franklin, le fondateur de le mouvement qui est devenu la Révolution américaine, il était, avant qu'il était révolutionnaire, il était scientifique et il a fait des découvertes comme la découverte de l'électricité dans 1652. Et pour lui, le concept de créer une société qui rejette la notion que la justice est basée sur ta scène et les familles héréditaires, ça c'était 2 côtés de la même concept. La création d'une constitution basée sur une nation. Quand tu dis 5, juste pour à l'audio, c'est le sang. Donc, le sang. Yeah, sorry. Excuse-moi, continue. Dans la Constitution américaine, et lui, comme j'avais dit, c'est vraiment lu comme une force, une motive causale, la force de la personnalité et les pensées de Benjamin Franklin. L'idée que le gouvernement est basé sur la défense de la bien-être social, la divinité ou l'idée que le droit à la happiness, life, liberty, la vie, la liberté, la bonheur. C'est les droits à chaque être humain. Et ça, c'est la responsabilité de les lois, c'est de protéger puis améliorer ces conditions-là. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais quand même, c'était 2 côtés de la même découverte de l'électricité pour lui. Et il y a toujours un concept de la balance dans l'électricité, la positive, la négative, une certaine idée d'égalité. Qui est aussi la fondation, une idée fondamentale dans la justice, une idée de l'égalité, une idée, right? Ça, quand je parle de la loi naturelle, je parle de ça. La métaphysique, une bonne métaphysique et une bonne physique qui a des liens ensemble et qui s'exprime dans l'augmentation et l'amélioration de la condition de l'humanité sans avoir fin. Il va y avoir jamais un moment où on peut dire que, OK, maintenant on est fini avec le progrès.
right? Ça marche pas. Parce que l'univers, c'est toujours quelque chose qui est dynamique. On voit qu'il y a des dangers, même sans avoir des guerres entre nous autres. Il y a des astéroïdes, il y a des effets comme des âges glaciers. On a des solar flares qui frappent les planètes basées sur les... Il y a toutes sortes de choses qui vont toujours être des défis qui vont forcer la créativité, les découvertes d'être créées et mises en action pour surmonter ces dangers dans l'univers. Puis le problème, c'est que dans un système impérial qui essaie de juste contrôler ce qui existe, mais de arrêter la création de ce qui n'existe pas, parce que là, on perd la contrôle, right? Si on a toutes les choses qui est monopolisées, comme si tu es une agence oligarchique et tu utilises des choses comme Standard Oil, les banques de Rothschild pour contrôler les pétroles, pour contrôler les productions d'argent, les agricoles comme Monsanto, et c'est tout monopolisé. Pour quelqu'un qui est dans une place qui essaie de diriger ça, une nouvelle découverte, c'est pas une bonne chose parce qu'ils n'ont pas monopolisé, ils ne contrôlent pas des choses comme des nouvelles découvertes. Des nouvelles ressources comme l'atome de fusion, l'énergie fusion qui utilise l'hydrogène et non l'uranium ou le thorium. Ça, c'est des choses qui sont dangereuses pour une oligarchie. C'est pour ça qu'ils détestent la créativité. Ils essayent d'imposer les systèmes mathématiques d'un équilibre mathématique sur le système qu'ils veulent contrôler. Mais dans la math, il n'y a pas de place pour la asymétrie, right? C'est tout la symétrie absolue dans le monde abstrait de la mathématique. C'est utile, la maths. Je ne dirais pas de mettre la mathématique dans la poubelle, mais on ne peut pas nous faire confiner par la logique de la mathématique, comme les technocrates ou les malthusiens essayent de nous faire dans un système fermé, comme la transatlantique, comme la boîte de le système de Washington et Londres et Wall Street. Aujourd'hui, c'est attrapé dans un système fermé, zero-sum game. Un jeu qui est toute l'énergie dans le système, c'est toute l'énergie qui peut exister. Et d'abord, si quelqu'un va devenir riche dans une place, ça veut dire qu'ils doivent voler l'énergie d'une autre place. C'est ça, c'est gagnant-perdant, en fait. Donc, tu peux pas avoir quelque chose qui va bénéficier les deux parties ou toutes les parties. Si un gagne, les autres vont perdre. Alors que, pour refaire le lien avec ce que tu disais avant, à l'inverse, dans ce que toi, tu analyses de la question de la Chine et puis de qu'est-ce qu'ils font, eux, et pour revenir avec toute l'affaire des autres nations en Asie, tout ça, eux sont plus en mode gagnant-gagnant. Et donc, eux, ils seraient basés plutôt sur quelque chose qui est plus similaire aux lois naturelles, right? Donc à une science plus... C'est jamais parfait. Il va y avoir jamais une expérience dans le monde matériel où la justice est 100% exprimée. Il y a des injustices en Chine, OK? Je ne dirais pas que c'est parfait, mais c'est en harmonie. Ça bouge dans une façon où on voit progrès, les choses améliorent. Ici, on a perdu 2 ans de maintenant jusqu'à 2019. L'âge moyen des citoyens en Canada et les États-Unis a perdu 2 ans depuis les lockdowns de COVID. On ne voit pas ça en Asie. Il y a une augmentation de la qualité de vie aussi, l'expectation de la quantité de vie moyenne. Et ça, c'est des choses qui sont toujours des bonnes utiles. Est-ce que ça augmente ou détériore? Right? Et on peut dire, comme une snapshot, oui, on a une meilleure qualité de vie en moyenne comparée à une personne moyenne en Chine, en termes de la longueur de vie, matériel, le confort matériel, choses comme ça. Mais ici, ça diminue. On a arrêté de bâtir nos sociétés, ça fait 50, 60 années. On a arrêté de créer des choses. Pour nous, on vit dans une société cannibalistique qui juste utilise ce qui a été créé par des autres générations qui sont très vieux ou en train d'être ou sont morts. En Asie, comme tu as mentionné, il y a 140 nations qui ont signé des alliances avec la Belt and Road Initiative, la nouvelle route de la soie. Il y a un optimisme dans les jeunes, il y a une certaine foi dans l'idée que la vie va améliorer et ils voient avec ses yeux, ses expériences, que c'est vrai, on a une base réelle pour cette foi. Ce n'est pas juste une foi émotionnelle.
C'est différent et moi, comme je vous dis dans mes écritures, j'essaie toujours de convaincre les gens qui me lisent de voir dans le système de la Chine quelque chose de collaboratif, qu'on ne doit pas aller en guerre, on ne doit pas être peur, on ne doit pas croire chaque chose que le média nous dit que la Chine veut nous détruire et mettre en place des espions dans nos gouvernements pour nous détruire. C'est pas vrai. C'est juste, il n'y a jamais des preuves, c'est tout des anecdotes et c'est comme dans la guerre froide. Les mêmes méthodes, les mêmes formules de nous faire peur, de les rouges, des choses comme ça qui est utilisées. Et les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas de qu'est-ce qui se passe. D'abord, ils sont susceptibles à cette propagande. So, exact. Ouais. C'est super intéressant. Puis, on va terminer bientôt, je pense, ce premier épisode de Survol avec un dernier point que je veux que tu prennes quelques minutes pour me donner ta vision de ça. Juste avant, je veux juste mentionner aussi, tu sais, écoute, moi, j'ai pas d'allégeance, j'ai pas de clic dans les personnes en français avec qui je suis associé, j'ai pas de point à défendre. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment chercher qu'est-ce qui se passe pour vrai, en fait, puis vraiment comprendre d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va au Québec, au Canada, puis le monde. Puis tu sais, au Québec, en français, je ne sais pas à quel point tu suis la question des controverses, des médias alternatifs et tout ça. Là, tu sais, je sais que tu as énormément de choses en tête, mais on a quelqu'un comme Radio-Québec en français qui est extrêmement gros dans la francophonie, qui, lui, depuis l'élection de Donald Trump, a créé un méga média francophone. Il s'appelle Alexis Cossette-Trudel. Et puis, c'est comme le complotiste qu'on a attaqué là, par excellence là, partout en français, là, dans nos médias ici, tout ça, pour démontrer à quel point c'est mauvais d'être complotiste. Parce que lui, il avait parti de toute l'histoire de l'opération 17, whatever, QAnon, Patriot, etc., White Hats, là, pour faire une analyse internationale des politiques de Trump et tout ça. Et pourquoi j'amène ça, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait, comment les morceaux s'imbriquent, puis où est-ce qu'il y a la vérité dans tout ça. Et tu vois quelqu'un comme lui et Sylvain Larocque, qu'on a aussi au Québec en français, qui fait du bon travail sur toute l'institution économique internationale et financière, puis tout le scam là, des banques centrales et tout ça. Eux sont d'accord, je pense, pas mal avec la question que la Chine est comme un faux pion, une mauvaise cible, en fait, donc qui est mise en valeur par les médias sur lesquels on doit taper, mais que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, tu vois, ces gens-là, puis que je respecte bien, en fait, dans leur travail, au travers du prisme, comme de quoi que Trump est un agent positif dans toute l'histoire, puis qui est encore présentement dans le paysage, en guerre avec le Deep State et tout ça, eux, ils ont comme conclusion quelque chose de similaire à toi ici. Alors, mais, par contre, eux sont dans le mode aussi virus probablement échappé de Wuhan, si on fait le lien avec la pandémie actuelle, et que quoi, il y a quand même quelque chose de problématique avec la question de la Chine dans probablement le fait de mettre une arme biologique, un bioweapon dans le monde et tout ça ici. Là, je fais des résumés rapides juste pour te donner une idée à toi. Right. Okay. Je me demandais, pour terminer un petit peu, quelle est ta vision à toi par rapport à la question du virus? Parce que je sais que toi, tu as vu aussi ce point-là en importance là-dessus. Puis moi, de mon côté, j'essaye un peu de cibler ça pour les gens qui nous écoutent au Québec en français au travers de la question de Radio-Québec puis du complotisme. Fait que j'essaye de travailler sur plusieurs champs ici. Oui, OK. Pour moi, dans mes recherches, j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet-là. Il y a deux hypothèses. Une qui est assez attractive. Une, c'est que le virus de SARS-CoV-2 n'était jamais vraiment isolé. C'était des modèles mathématiques des ordinateurs qui ont été créés, mais jamais vraiment isolé. D'abord, la mortalité attribuée à COVID-19 est basée vraiment sur la manipulation de les statistiques qui essaient de nous convaincre que l'influenza, chaque saison, on a l'influenza, ouais. Influenza. C'est devenu la COVID. Puis on voit qu'il y a un certain point que quand tu regardes les statistiques chaque saison, depuis la création de la COVID, et je dis création pour une raison, le flu, l'influenza saisonnale a quasiment disparu. C'est plus là. Tout est enregistré comme la COVID. Exact. Et basé sur la réponse, les protocoles qui ont été mis en place partout, spécialement dans la transatlantique, on voit que c'est les pratiques
les gouvernements qui ont augmenté les fatalités aussi. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Les gens qui sont morts de une crise de cœur, mais il y avait de la COVID, ils disent sur leur registre qu'ils sont morts par la COVID. C'est pas nécessairement vrai, mais dans les statistiques, ouais, OK. Il y a plusieurs, on peut discuter pour longtemps dans les différentes façons que les numéros ont été enflammés ou enflammés, ouais. aussi. L'autre option, c'est que peut-être il y avait quelque chose créé par un laboratoire qui avait une fatalité minimale, parce que vraiment, pour une bioweapon, tu expecteras beaucoup plus de mortalité. Right? Ouais, si c'était une arme biologique, on se serait attendu à ce que ce soit plus efficace que ce Yeah. C'est pas vraiment une bonne arme biologique, mais si c'était quelque chose qui a été créé pour être assez différente pour nous faire confus, de donner une excuse au gouvernement d'implémenter des programmes connectés avec la Great Reset, des lockdowns, tout ça, les vaccinations mandatoires. Là, d'où vient c'est quoi la nature de la laboratoire? Est-ce que c'est un laboratoire chinois? Est-ce que c'est un laboratoire américain? Et pour moi, je dirais que probablement, quand tu regardes l'histoire de les guerres biologiques de le Pentagone depuis les années 60 même, il y a une certaine aptitude et une infrastructure pour créer des agents biologiques qu'on a mis en place en Vietnam, même dans les États-Unis, contre les Africains-Américains, comme des expériments, et plusieurs d'autres places. Et il y a une grande, environ 200 laboratoires biologiques contrôlés par le Pentagone partout dans la planète, hors de les frontières américaines. So, je dirais que c'est plus probable que c'est un beau parallèle avec la question des bases de l'armée aussi. Right? Tantôt, tu disais que les bases de l'armée sont partout au monde, puis même chose pour right? Comme la Chine, oui, c'est vrai, il y a comme 2 laboratoires BSL-4, une en Wuhan. C'est vrai que Fauci a donné 600 000 $ à le laboratoire à Wuhan, mais quand même comme 600 000 $ basé sur la EcoHealth Alliance qui a donné l'argent, c'était la conduite. C'est pas vraiment beaucoup d'argent dans les termes scientifiques de la guerre bactériologique. Ouais. D'abord, pour moi, je crois que c'est un peu comme une certaine... je perds des mots ici, mais juste dans la même façon que Lee Harvey Oswald a été une figure qui ne savait pas qu'est-ce qui lui contrôlait, mais il voulait les agents comme autour de Allen Dulles dans la CIA voulaient lui utiliser comme une excuse pour la mort de John F. Kennedy. C'est lui qui a été finalement étiqueté comme étant le meurtrier de JFK à ce moment-là. C'est ça, ouais. Mais comme toute l'évidence qu'on a aujourd'hui a prouvé que c'est impossible que lui, il a fait le job. C'était comme 3 différentes directions des fusils qui a assassiné John F. Kennedy. Mais il y avait une grande narrative qui avait le contrôle sur Oswald et qui a assuré que Oswald a pris du temps en Russie avant d'être déployé pour cette opération, qu'il ne comprenait même pas c'était quoi l'opération, pour avoir l'excuse de blâmer soit la Russie, soit la Cuba, ou de créer des boucs émissaires en français. Yeah, exact. Des quoi? Des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Ouais. Yeah, that's it. In English, c'est quoi tu allais dire? In English, it's a scapegoat. Ouais, c'est ça. Un bouc émissaire, si on veut, ouais. Donc, you put the blame on these things, right? Yeah, parce que la Chine, pour moi, quand je regarde leur comportement depuis le commencement en janvier 2020, durant les premières semaines, leur représentant dans le Foreign Ministry a commencé de parler d'une bioweapon vraiment tôt dans le processus, parce qu'eux autres, ils savaient que les États-Unis avaient une grande infrastructure qui a été commencée avec la Anthrax Attack, qui était une autre inside job en 2004,
2001, décembre, après les deux tours ont tombé. Il y avait quelques mois après ça, la Anthrax Attack qui était aussi contrôlée par le FBI et la CIA pour avoir une excuse de créer une Bioweapons Act, qui était une nouvelle législation qui a créé environ 50 milliards de dollars pour construire et augmenter le système de création de bioweapons avec des manipulations génétiques aussi pour avoir des targets asiatiques ou iraniens ou slaviques. Ça fait partie. Un peu sur l'ethnie et les gènes des populations. Ouais, c'est ça. D'abord, la Chine, la Russie, les autres nations, ils sachent ça, ils ne sont pas stupides. D'abord, ils ne savaient même pas c'était quoi cette COVID-19 à le commencement. Est-ce que ça, c'est cet agent ethnique qui avait cette targeting? D'abord, ils ont réagi dans une façon, comme c'était une crise absolue, ils ne savaient même pas c'était quoi. Mais après qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, en termes de leur lockdown, tout le monde transatlantique ont fait quelque chose assez similaire, mais pour nous, on était contrôlé par des forces qui voulaient même utiliser ce processus pour forcer des vaccinations avec des expérimentations génétiques expérimentales basées sur le mRNA, c'était vraiment pas testé même sur les animaux. Et ils voulaient toujours mettre ça comme quelque chose de mandatoire sur toute la planète. La Chine, ils ont rejeté l'idée des vaccinations mandatoires et les vaccinations basées sur le mRNA aussi. Il y a des choses différentes et on voit en arrière Moi, t'interromps, mais donc, je ne savais peut-être même pas, mais donc tu me dis qu'en Chine, il y a zéro vaccin qui est mRNA? Pas qui sont produits de la Chine, comme la Sinovac, non. Oui, OK. Mais ils en ont probablement acheté. Ils ont permis récemment la Pfizer de rentrer dans leur nation, mais ils ont ils ont rejeté la pression de utiliser les mRNA à ce point-là. Je ne sais pas s'ils vont briser. Et comme j'avais dit, il y a toujours un état profond qui existe toujours dans la Chine. Exact. Mais la chose qui est très importante d'avoir dans l'esprit, c'est que, dans la mémoire, c'est que les forces comme George Soros, qui contrôle un réseau international partout dans la planète, lui, il a un agent dans les années 80 nommé Zhao Ziyang, qui est devenu la chef de la partie chinoise communiste. Et Zhao Ziyang, c'était le plus haut que tu peux aller dans l'échelon, la hiérarchie. Il avait une think tank avec Soros. Il était comme on appelle lui, le Gorbatchev de la Chine. Ouais. Et toutes les années 80, c'était la privatisation qui ont préparé la brainwashing d'une nouvelle génération des économistes qui ont été ils ont été donnés des scholarships pour étudier à Harvard, à Yale, à Oxford, puis retourner à Beijing pour créer des réformes basées sur la cité de Londres et Wall Street, comme ils l'ont fait en Russie. La différence, c'est qu'en Chine, il y avait une grande combat et finalement, Soros a été mis dehors et Zhao Ziyang a été mis en prison dans son maison, mais il n'était pas permis de sortir pour 20 années jusqu'au point qu'il est mort. Et tous ses alliés ont été mis en prison ou ils ont échappé la prison pour aller à les États-Unis, où il existe même aujourd'hui, qui contrôle des choses comme Epoch Times et beaucoup de réseaux de propagande anti-chinois international. Il y a certaines d'autres qui ont resté en Chine et qui ont réintégré dans le système et ils existent là toujours autour on appelle ça le Shanghai Click, autour de le vieux président Jiang Zemin. Et les gens comme Jack Ma, qui fait partie de le World Economic Forum, il est une trustee de la World Economic Forum. Lui, il fait partie de la groupe de Shanghai Click, qui est une force des gens qui sont les ennemis les nationalistes de la Chine. Et c'est les nationalistes qu'on trouve qui ont mis leur énergie autour de Xi Jinping. Ouais. So, il y a ce combat-là. Sans avoir ces concepts historiques et scientifiques, c'est difficile de voir c'est où les
intérêts légitimes et les intérêts non légitimes en Russie, en Chine, dans les États-Unis, parce que même les gens autour du monde, ils voient les États-Unis, ils voient juste une chose qui est une monstre impériale. Ils ne voient pas l'État profond. Ils ne voient pas qu'il y avait un combat avec Trump et les nationalistes contre cette logique malthusienne. Fait qu'écoute, finissons là-dessus parce que, tu sais, évidemment, chaque concept que tu parles et on imbrique tranquillement dans notre truc, on pourrait parler juste de ça pendant 5 heures, tu sais, parce que c'est sur lesquels tu as passé des années de recherche et qui, moi, me fascinent depuis très longtemps aussi. Fait qu'on fait ce qu'on peut, là, tu sais, dans quelques épisodes pour donner au moins une vision générale du truc. Mais finissons donc là-dessus pour finir avec la question de Trump et peut-être en date d'aujourd'hui, là, on est en mi-janvier 2022, puis les épisodes vont être en ligne plus fin février, début mars, je crois. Donc, en date d'aujourd'hui, mettons, c'est quoi ton opinion par rapport à, plus précis par rapport à la question du virus échappé en laboratoire? Parce qu'il y a quelques mois, dans tes écrits, tu croyais que c'était comme un hameçon, right, pour pointer les gens là-dessus. Est-ce que tu es encore pas mal de cette opinion-là que c'est quelque chose qui a juste été mis de l'avant pour que les gens attaquent la Chine, mais qu'en bout de ligne, ça cache vraiment quelque chose de plus gros? Ou tu penses présentement que c'est une option très sérieuse à considérer, qu'il y a vraiment potentiellement quelque chose, ou tu es agnostique puis tu attends juste d'avoir plus d'infos? Pour moi, je crois que, basé sur mes recherches, le virus n'est pas vraiment un danger du tout et c'était toujours créé comme une narrative pour transformer le comportement de l'humanité en basé sur un plan de réduire la population et de nous préparer pour une reset de la système économique politique qui n'a pas commencé en 2019. Ça fait des décennies que c'est mis en place. Même quand tu regardes qui a assassiné John F. Kennedy ou son frère Robert ou Daniel Johnson, le père, c'est qui a organisé les démonstrations qui a mis Charles de Gaulle dehors en 69 ou qui a tué Pierre Laporte? Qu'est-ce qui a pris contrôle des institutions au Canada ou les États-Unis après la mort de Martin Luther King ou les États-Unis après la mort, l'Europe après la mort de plusieurs hommes d'État qui ont été anti-impériales et pro-développement. On voit une transformation de la paradigme durant le commencement des années 70, orchestrée par cette oligarchie qui est transgénérationnelle. Il y a une certaine continuité qui est difficile pour beaucoup de monde de comprendre parce que beaucoup de gens sont convaincus par les comic books ou les émissions sur la télé, les films qu'on regarde que c'est quoi le mot pour evil en français? Il n'y a pas vraiment de bon mot pour evil, c'est le mal, en fait, je dirais. Donc, le mal? OK, ouais. Le mal. On est convaincu de croire que le mal, c'est basé sur... Good and evil, c'est comme le bien et le mal, right, un peu? OK, ouais, c'est vrai. OK, ça, c'est quelque chose assez... Mais quand tu dis que something is evil, tu peux dire que c'est quelque chose est malfaisant. Tu sais, c'est malfaisant, mais c'est pas la même feel que evil. Là. OK, so on est donné des idées vraiment cartoon. Caricaturales. Hein? Des idées de caricature un peu. Caricature de la mal, que les gens juste faire des choses mal basées sur la volonté d'avoir de l'argent ou de bénéficier leur désir momentaire ou ils sont juste, they're just evil, ils sont juste mal parce qu'ils sont des sociopathes, you know, ils juste comme Hannibal Lecter en Silence of the Lambs. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a certaines idées qui sont basées sur une croyance dans une loi naturelle qui a une hiérarchie des alphas, des omégas, des gammas, des epsilon, basée sur tes signes, tes familles, tes groupes familiales et qui définissent c'est quoi tes droits à contrôler ou être une esclave dans un système. Il y a on peut discuter de ça pour longtemps, mais tout à dire que la transformation qu'on a vue dans les années
68, 69, 70, et après ça, c'était d'essayer de faire une hypnosis sur les jeunes générations qui ont été nées après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont expériencé, qui ont vécu l'expérience. Ils ont vécu une expérience horrifique en termes des guerres irrationnelles en Vietnam, la hypocrisie durant la guerre froide et aussi dans les églises, et aussi ils ont eu accès à une abondance de LSD, des différentes drogues qui ont été créées et lancées par les systèmes de la CIA, comme MKUltra et les groupes dans le militaire qui ont développé le LSD, qui a assuré que tous les différents centres des jeunesses dans les universités auront accès à ça, et aussi des idées dans la culture qui sont assez hédonistiques. Et ça crée un nouveau paradigme une religion de Gaïa, de dire que une croyance que la nature, sans être touchée par l'être humain, c'est parfait. Et chaque fois que l'être humain essaie de créer de l'infrastructure ou d'augmenter notre qualité de vie en créant la progrès dans la science ou la technologie, ça imbalance la nature, les forces, des équilibres parfaits, c'est tout maintenant imbalancé. Et ça, c'est toujours destructif. D'abord, la grande ennemie de la nature, c'est l'humanité elle-même. Et d'abord, on vit dans la nature, on fait partie de la nature. D'abord, notre ennemi, c'est nous autres. Et c'est pas les impérialistes. Non, c'est pas les impérialistes qui sont les ennemis, c'est nous autres. La nature qui est devenue. Et il y avait une guerre contre la nature humaine. Et ça, c'est à la fin de ce qu'on voit avec la peur de la dioxyde de carbone, les industries, la nucléaire, toutes les choses que les gens, ça fait peur aux gens aujourd'hui, des idées comme ça. Et aussi les choses comme le coronavirus. On a peur des virus qui sont pas vraiment si dangereux que ça, même. C'est tout pour nous préparer pour accepter une réduction extrême de la population planétaire et une acceptation d'une nouvelle religion scientifique contrôlée par un nouveau système des prêtres scientifiques autour de Klaus Schwab et les nouveaux gourous de le World Economic Forum comme Bill Gates et des gens autour d'eux. Mais même eux, il y a des contrôleurs de ces prêtres aussi, il y a une hiérarchie. Ouais, c'est ça. Puis là, on peut tomber dans les archons et puis toutes ces affaires-là, puis voir jusqu'où on peut aller spirituellement. Ça, c'est un autre niveau. Malade, Mathieu. Ben écoute, et je te demanderais peut-être en terminant cet épisode 1 de Survol ici, c'est super intéressant. Mettons juste, franchement, ton feeling personnel, parce que moi, je t'ai découvert, je pense que la première fois, c'était à Rogue News avec Vi et puis, j'oublie le nom de son partenaire, là. Je pense que tu as recommencé à faire des shows là-bas depuis un an et plus, là, de 2 ans maintenant. Et moi, j'aimais ces gars-là, ce channel-là. Il avait reçu avant Juan O'Seven, tu sais, le gars qui apparemment parlait par rapport à l'opération 17 et tout ça. Et je me demandais où est-ce que tu en es par rapport à ce concept-là en tant que tel, mettons rapidement pour terminer, là. Est-ce que tu considères encore que il y a une possibilité qu'il y ait vraiment cette espèce de team-là ici et que ça remonte même à très longtemps dans les décennies, siècles, cette espèce d'idée-là d'avoir apporté quelqu'un comme Trump pour déstabiliser le tout et puis d'arriver avec un push positif pour l'ensemble de l'Occident ou tu penses que c'était vraiment plus une opération psychologique et que c'est quelque chose qui était là pour distraire vraiment les gens, mettons, quelqu'un comme moi. Ouais. Moi, j'ai mis du temps là-dessus, ça m'intéressait. Je voyais l'aspect plausible de ça, même dans l'aspect scientifique, en termes de loi naturelle, à cause du yin-yang, right? Donc, le Empire, donc le Darkness doit être tellement fort, mais ça prend une balance positive tellement fort, aussi secrète potentiellement de l'autre côté, pour que l'univers soit balancé en termes de force. Donc, toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça présentement? Non, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un élément qui est vrai. I mean, OK, je crois que c'est une guerre psychologique, le QAnon. Mais
pour moi, je crois que la façon que les choses comme ça marchent, c'est qu'ils utilisent un élément vrai. Et je crois qu'il y a des patriotes qui existent, qui ne veulent pas que les États-Unis est réduit à un système totalitarien fasciste. Et se trouvent dans le militaire, ils se trouvent dans les différents réseaux bureaucratiques. Même, on voit des évidences en 2007, quand Dick Cheney a été prêt à lancer une guerre contre l'Iran. Ouais, Et c'est juste à un certain moment qu'il est allé en chirurgie pour son cœur, que durant cette période de comme 48 heures, il y avait une certaine groupe dans le CIA qui ont mis dans les yeux de la public, un dossier qui a prouvé que l'Iran a complètement abandonné son programme des weapons nucléaires en 2002. Et avec cette, je ne dirais pas déclassification, mais cet dossier qui était tout le monde pouvait voir, les médias étaient forcés de parler de ça. La propagande pour nous convaincre qu'on doit supporter une autre guerre en Irak, mais en Iran, a été détruite complètement. D'abord, on sait que ce n'est pas quelque chose monolithique, homogène. Il y a des combats dans différentes institutions. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes. Mais je pense que des ingénieurs sociaux arrivé une profile. Ils ont fait une profile de la partie de la population qui sont plus ouvertes en esprit et ils ont vu comment ils peuvent organiser une certaine narrative basée sur une histoire qu'ils ont créée qui est assez créative de John F. Kennedy Jr., qui n'est pas vraiment mort, mais il a organisé une armée des White Hats pour capturer la nation comme une bonne étape profond. Il y a des gens comme Steve Pietznuk, qui est une... JFK Jr., par exemple, ça, c'est pas... ça, c'est quelque chose qui a été mis par les patriotes sur QAnon, right? Ça ne faisait pas partie de QAnon à la base. Well, c'est pas dans les posts de QAnon. 107, il poussait cette idée-là. Ouais, après, exactement. Exact. Yeah. Mais est-ce que 107... Parce qu'il y a comme deux façons de le voir, puis là, je ne veux pas qu'on s'éternise trop là-dessus, mais tu sais, il y a de la façon aussi de le voir, de dire qu'il y avait l'opération QAnon, right? Donc matériel, là, physique, les posts pendant plusieurs années que tu pouvais lire et tout ça, puis tu t'es formé au post. Et qu'après, il y a des agents comme 107 et tout ça qui aient utilisé ça pour désinformer le truc, right? Il y a comme cette optique-là aussi. Et d'autres réseaux spirituels qui se sont mêlés à ça pour amener l'affaire de JFK Jr., etc., pour splitter l'organisation organique qui se mettait en branle autour de l'opération digitale QAnon, right? Parce qu'il y a cette optique-là aussi. Je ne sais pas si tu avais... Non, potentiellement. I mean, je pense qu'il y a certaines personnes que je crois qui, comme 107, je crois qu'il est 100% une fraude. Trust the plan, manger ton popcorn, puis ne fais rien du tout. Exact. Et dès que le moment, quand tu as quelqu'un qui te convainc de ne faire rien pendant que vous êtes sur la Titanic, là, tu sais qu'il y a un problème. Ça, c'est 4 ans qu'on a perdu beaucoup de temps par ce type de logique-là. Mais je pense que la personne qui est la plus dangereuse en ça, c'est, je pense, si tu as entendu de Steve Pietznuk. Oui, ben ouais. OK. Lui, il faisait partie, il est le vieux... il est une psychiatriste qui travaille avec Rand Corporation depuis les années 60. Il est la première psychiatriste sociologiste. Et aussi, il était le Assistant Secretary of State sous Henry Kissinger et Robert Gates et Cyrus Vance. Il travaille directement comme membre de la commission trilatérale qui a pris contrôle de l'États-Unis dans les années 70. Et il travaille vraiment proche avec Tom Clancy aussi, qui travaille, c'est une écrivante qui faisait comme beaucoup des livres comme The Hunt for Red October ou
C'est différentes. Ils ont même fait une série Amazon, là, Jack Ryan, là, basée Jack sur. Ryan, exact. C'est tout connecté avec la CIA. Puis lui, depuis les années 80, il est toujours faisait partie de la branche propagande de la CIA comme Predictive Programming. Ça, c'est une branche de les guerres optiques et psychologiques. C'est Predictive Programming. La création de certaines fictions qui peuvent affecter le zeitgeist d'une population que tu veux amener par leur volonté dans une certaine direction, right? Et c'est facile de prédire des choses qui vont arriver dans tes films ou dans tes livres parce que tu fais partie de les forces politiques qui mettent en action des choses comme ça. Et quand les gens addent dans leur esprit, leur imagination, un concept de la future qui est renforcé dans leur sous-conscience, quand ça commence à être créé, cette future dystopique, au lieu de trouver des solutions, ils sont plus aptes à adapter au lieu de résister ces conditions-là. D'abord, Piatinuk, je crois que lui, il n'est pas honnête du tout. Et il est un contrôleur de la narrative destructive, l'aspect destructif de QAnon. Je pense que lui, il a un grand rôle à jouer. Et là aussi, il a été mis en place pour détruire Alex Jones aussi, right? En 2012, c'est lui que Alex Jones, il a voyé comme une trophy. Quelqu'un qui est vraiment dans l'intérieur, il a mis sur son émission comme chaque semaine pour longtemps. Et c'est Piatinuk qui lui a donné toutes les informations pour exposer the shooting. Sandy Hook Massacre. Ouais. Yeah. Et Alex Jones, c'est 100% Piatinuk qui a donné l'information. Et Alex Jones, il a juste lancé dans un combat informatif pour des mois et des mois et des mois. Et les conséquences, c'est qu'il a été détruit complètement. Il y avait moi, je ne sais pas l'histoire complètement. Je pense qu'il y avait des éléments très bizarres avec Sandy Hook. C'est ça. Mais quand même, il y avait des familles qui étaient capables de lui mettre en cours. Il a brisé son esprit et il est retourné dans son émission en croyant que les extraterrestres dans les autres dimensions sont en train de nous contrôler avec leur base sur Mars. Et c'est comme il a perdu son compass interne en ces processus. Et de ton point de vue, tu penses que ça a un lien avec une manipulation faite par Piatinuk et tout ça? Yeah, I think so. Oh, nice. Ouais, je crois que oui. Yeah. Cool. Yeah. Ben écoute, si jamais, Matt, mettons qu'on prend ton opinion principale, là, comme de quoi que QAnon est principalement un truc psychologique, une opération psychologique pour diverger l'attention des bonnes personnes et des patriotes et tout ça. Mais tu as quand même mentionné rapidement que malgré ça, tu penses qu'il y a quand même des forces évidemment positives un peu dans tout. Oui. Qui travaillent pour le bien de l'humanité, right? Donc ça, c'est juste normal. Est-ce que tu penses que ces forces-là sont organisées et est-ce que tu penses qu'elles s'expriment d'une certaine façon ailleurs ou c'est quelque chose qui est pas organisé, qui est juste sur la bonne foi de certaines personnes à gauche, à droite et au contraire que le travail est encore tout à faire et qu'il faut s'organiser plus que ça? Je ne veux pas répondre à ça parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Je pense qu'il y a un certain élément d'organisation, mais aussi il y a une certaine question de résonance organique aussi. Quand il y a certaines idées qui sont en résonance avec l'univers, et il y a plusieurs gens qui ont une certaine compréhension, ils voient d'où sont leurs alliés, sans avoir nécessairement des forces formelles qui créent la cohérence. Mais il y a aussi certaines forces formelles aussi, certaines structures aussi. Mais il y a beaucoup que je ne connaisse pas. Je crois qu'aujourd'hui, les forces qui sont les plus développées et organisées dans les positions de créer les politiques et les décisions sérieux sont en Eurasie. Ici, je ne vois pas la qualité de résistance que je vois en Eurasie ou en Afrique de plus en plus
qui a rejeté cette idée de la dépopulation et la suicide en masse. Il y a quand même de la résistance, mais c'est pas bien organisé et c'est beaucoup plus confus. Et beaucoup des gens qui aiment Trump aujourd'hui et qui détestent la Great Reset, qui voient qu'il y a un problème dans les vaccins mandatoires, puis tout ça, il y a beaucoup des misinformation dans leur écosystème intellectuel qui est mis là par des forces connectées avec le CIA, avec MI6. Epoch Times, c'est une grande force de confusion qui dit beaucoup des choses qui sont vraies dans le commentaire de la politique domestique. Mais quand ça commence à parler de le monde, la géopolitique en Asie ou en Russie, c'est inutile. Je pense que les gens juste doivent prendre plus de responsabilité, de ne soyez pas, en anglais, there's a word sloppy, je ne sais pas en français. Ouais, c'est botché, là, ou à la ramasse, un peu, on pourrait dire, de pas de. En tout cas, je ne sais même pas. Excuse-moi, même moi. Être plus rigoureux avec leur esprit et aussi la façon qu'ils voient leur relation avec la société qui fait partie, au lieu de juste regarder des vidéos et des documentaires sur l'ordinateur. On doit essayer de partager puis de commencer d'organiser de plus en plus des actions constructives, pas juste les anarchismes, mais vraiment des actions positives en termes de... En Canada, j'ai moins d'idées parce que le Canada, c'est une place qui est beaucoup plus contrôlée. Les États-Unis, on voit qu'au moins dans les États, il y a beaucoup plus de résistance et le pouvoir politique et judiciaire pour backer cette résistance. Mais c'est basé sur la population qui sont des citoyens et non des sujets. Et des citoyens sont des personnes qui prennent responsabilité. Des sujets, c'est des gens qui juste attendent pour le gouvernement de faire des choses pour nous. Qui subissent, exact. Fait que là, présentement, au Québec, on a plein de gens qui rêvent de déménager à cause des mesures sanitaires et tout ça en Floride, puis au Texas et tout, mais peut-être que s'ils écoutaient un peu ta vision, ils devraient déménager en Asie et puis en Chine. Qui sait, peut-être que c'est là que le vrai futur est. Fait qu'écoute, Matt, on va clore là-dessus. Un gros merci, c'était vraiment cool. Alors, tout le monde, c'est ce qui va mettre fin à l'épisode 1 de la série que je vais faire, donc le Québec en quarantaine, avec la vision de certains intervenants qu'on n'entend pas beaucoup en français ici, pour vous donner, je l'espère, que vous allez avoir apprécié un point de vue différent, encore une fois, sur le sujet de l'histoire du Québec. Là, on a fait le survol et dans le prochain épisode avec Matt, on va reculer dans le temps et là, on va s'attarder un petit peu à la fondation des États-Unis et voir un petit peu la Nouvelle-France, l'Empire britannique et la Révolution américaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Puis on va regarder un petit peu la place du Québec là-dessus dans la Révolution américaine et puis le début de ce qui est devenu l'Empire américain au travers de l'Empire britannique, finalement, là-dessus, et revenir après ça à la Révolution tranquille et la Révolution contre-culturelle. Fait que, Matt, je te remercie beaucoup. Peut-être nous donner en juste quelques secondes le premier point d'intérêt que tu m'as mentionné au début, qui était important pour toi avec la fondation des États-Unis. C'était quoi, en gros, mettons juste en 2 phrases là, rapidement, là, le gros point de la fondation des States? Que l'homme est fait dans l'image de Dieu et la loi doit protéger et améliorer cette fait réelle de la loi naturelle? C'est ça? Oui, je pense qu'en gros, c'est ça, right? Donc, avec Benjamin Franklin et la fondation, donc la Constitution américaine, right? Donc, c'est cette espèce d'idée-là qui était comme nouvelle un peu, finalement. C'est ça. Et dans le prochain épisode, on peut discuter un peu plus l'importance de ça dans le processus de l'histoire universelle, puis comment le Québec a perdu une opportunité d'être une membre de les 13 colonies qui ont déclaré indépendance en 1776. Ouais. On avait une opportunité. Benjamin Franklin il était ici pour plusieurs semaines en train de nous organiser pour joindre ce processus et on a perdu cette opportunité. Pour les gens qui veulent savoir plus, ils peuvent regarder cet épisode. Oui, c'est ça. Cool. Ben, écoute, merci beaucoup, Matt. C'était génial. Et puis, je veux juste rappeler aux gens rapidement que tes 2 sites web, si jamais vous lisez en anglais, il y a beaucoup de textes traduits en français aussi, mais si vous lisez en anglais, allez absolument vous abonner au Substack de Matt Ehret. Donc, c'est Matt Ehret, right? Matthew Ehret? Matthew, OK.
mattthew.substack.com, mais tu peux le mettre dans le description de la vidéo, quelque chose. Certainement, c'est sûr que ça va être là. Et puis sinon, allez voir aussi sur le Rising Tide Foundation et également le Rising Tide Foundation et puis le Canadian Patriot.org. Bon Dieu, désolé, j'ai été slappy justement à la fin de mon épisode pour reprendre le mot que tu as dit. Fait que super cool, Mathieu. Merci encore, c'était génial. Et puis tout le monde, revenez nous voir dans le franc des yeux pour le prochain épisode du Québec en quarantaine. All right, salut. Bye. That's it tout le monde. Alors, j'espère que vous avez maintenant en tête une image plus structurée de comment est-ce qu'on va aborder les choses pour les prochaines semaines. Donc, encore une fois, hein, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé la notion des empires ensemble. Donc, qu'est-ce qu'un empire? Quel est le rôle des empires au travers des deux systèmes généraux de direction qui peuvent être prises pour travailler politiquement une nation et sa population, et bien sûr, finalement, un concept plus large des lois naturelles. Qu'est-ce que c'est les lois naturelles et comment est-ce que ça joue avec les deux systèmes? Donc, il y a un système peut-être qui peut plus répondre à ces lois naturelles-là, et un deuxième système qui peut être plus artificiel, une espèce de système matriciel, de matrix, qu'on pourrait peut-être appeler, qui n'y répond pas, mais qui nous donne l'impression, par la manipulation de notre conscience, qu'il les respecte. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je dirais rien de plus en conclusion. Merci d'avoir été là tout le monde. Le prochain épisode, ça va être l'épisode numéro 2. Et là, on commence le gros travail. On retourne en arrière et on va retourner pré-révolution américaine dans le 18e siècle pour voir un peu quelle était la situation à ce moment-là. Et ensuite de ça, on va remonter la chronologie. On va aller voir la rébellion des Patriotes et on va aller voir ensuite de ça les guerres mondiales. Et bien sûr, la Révolution tranquille et qu'est-ce qui s'est passé après les années 70 ici. Donc, beaucoup de travail à faire. J'espère que vous allez rester là. Et je vous rappelle, dans les commentaires, il y aura toujours, ou dans la description du vidéo, il y aura toujours des options pour contribution financière. Si jamais ça vous intéresse de contribuer jusqu'à 500 $, je vais donner ça à mes invités. Et s'il y en a plus, je vais le garder pour moi pour le travail fait dans les 5 mois que ça m'aura pris à faire ça et plus. Donc, voilà. That's it tout le monde. J'espère que vous allez encore une fois être là des nôtres. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Le Québec en quarantaine, 2e saison du podcast Dans le franc des yeux sur les ondes de Franc-Maçon. À la prochaine, gang. Revenez nous voir pour l'épisode 2 la semaine prochaine.